Avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice après 13h20, l'actualité des idées aujourd'hui, le désir. Est-il le nouveau visage de l'amour? Est-il le nouveau nom de l'amour? Notre invitée, c'est Belinda Cannon. Elle est écrivaine et essayiste. Après l'écriture du désir, le sentiment d'imposture ou encore s'émerveiller, elle continue à raconter l'amour au pluriel dans Le nouveau nom de l'amour qui paraît chez Stock. Elle y analyse ses dernières métamorphoses à l'aune du couple moderne, de nos vies agitées, de la condition des femmes aussi en progrès. Je ne vois pas poindre à notre horizon la fin de l'amour, mais des transformations profondes dans l'idée d'amour et des formes d'union. On va en parler, ça tombe bien. Bonjour à vous, Belinda Cannon. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un livre sur les métamorphoses de l'amour. C'est un livre aussi qui, sur la forme, s'ouvre sur un dialogue imaginaire, littéraire, une conversation avec une amie, grande amoureuse et spécialiste des romans médiévaux, écrivez-vous, repassée par les grands mythes, comme Tristan et Iseut, pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. C'était important. Je crois que c'est très important parce que la littérature, les romans, les mythes et les romans, c'est le grand réservoir de nos représentations sur l'amour. Et c'est à la fois ce qui recueille nos façons d'aimer, mais aussi qui les formate, qui les programme d'une certaine façon. Nous nous formons en lisant des romans. Voilà, donc ça me paraît toujours très important d'introduire cette réserve d'imaginaire, cette réserve de représentation que sont les romans. Les romans, mais peut-être aussi le cinéma. L'amour, c'est vrai que c'est le sujet traditionnellement de la littérature. Puis vint le cinéma qui a choisi de s'en mêler, de rivaliser d'ingénuité, de douceur aussi, pour le raconter, ce sentiment, et nous montrer ces métamorphoses. On retourne dans l'écran. The voice you hear is not my speaking voice, but my mind's voice. La voix que vous entendez ne sort pas de ma bouche. C'est ma voix intérieure. I have not spoken since I was 6 years old. Je ne parle plus depuis l'âge de 6 ans. No one knows why. Not even me. Personne ne sait pourquoi. Pas même moi. Mon père dit que c'est un don secret. Et que le jour où je déciderai de m'en servir pour arrêter de respirer, je mourrai. Pu se refaire le film des valseuses de chansons d'amour de Jules et Jim, ou plus récemment de Portrait d'une jeune fille en feu, ou encore de Her. On a choisi un extrait de La leçon de piano de Jane Campion. Qu'est-ce que ce film nous dit du désir ? Quand il est paru, je suis entrée en enthousiasme immédiatement parce que je trouvais qu'elle réussissait à dire le point où nous en étions dans les relations hommes-femmes, dans les relations de désir homme-femme, avec cette femme du 19e siècle qui est muette, enfin qui ne parle pas sans savoir pourquoi, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre, et qui rencontre un homme à moitié sauvage, en tout cas qui vit comme les Maoris en Nouvelle-Zélande, et elle rencontre cet homme qui incarne à la fois une virilité absolument assumée, c'est Harvey Keitel qui est magnifique et qui est torse nu la plupart du temps dans le film, et en même temps qui est d'une douceur, d'une attention et d'une écoute telle qu'il va lui rendre la parole d'une certaine façon. En tout cas, il va contribuer à ce qu'elle reprenne la parole plutôt. Et dans cette image de l'homme à la fois très viril et très doux et attentif, il y a un entre-deux, disons, qui me semble assez bien restituer le point où on en était dans ces années 90 et ce qu'on peut espérer des relations hommes-femmes. On le disait, c'est un livre sur la métamorphose de l'amour. Vous avez, noté là récemment, si on fait un saut entre les années 90 et aujourd'hui, une accélération de ces transformations? Je crois que ce qui se transforme depuis, disons, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est vraiment la place du désir dans l'amour.
Et dans ce livre, je voulais décrire des choses. Je ne voulais pas forcément faire du militantisme ou défendre une conception de l'amour. Je voulais essayer de nous rendre raison de ce qui se passe en ce moment. Or, ce qui se passe, ce qui a modifié l'amour en profondeur, je crois, c'est l'irruption du désir, qui a toujours été à côté de l'amour dans la tradition, soit qu'il n'entrait pas du tout dans le couple ancien, dans le mariage, où le désir était un péché, tout simplement, et donc était à côté de la relation dans le mariage, soit jusqu'au XIXe siècle, où il était considéré comme ne faisant pas partie, au fond, du couple, de la vie du couple, ou des raisons de faire couple. Alors que depuis la fin du XXe siècle, le désir est au cœur de l'élan qui nous pousse vers un autre. On doit le prendre en considération. En tout cas, c'est ce qui se passe. Et vous savez bien que le désir est par définition plus volatile que l'amour, qui lui peut durer toute une vie, l'amour, le sentiment d'amour. Et donc cette irruption du désir dans le couple, dans les raisons de faire couple, évidemment va modifier la longévité du couple notamment. Parce que vous le montrez à travers la littérature, le cinéma, on l'évoquait, l'amour dans sa principale représentation est attaché quand même à l'idée du couple. Le couple, c'est son territoire, c'est son lieu d'expression. Et à quel moment vous situeriez cette intrusion, belle irruption, cet élan du désir? Quand est-ce qu'il est devenu une exigence légitime des couples, et qu'il est venu transformer aussi le désir, le sentiment amoureux? Je crois que c'est un processus qui a lieu pendant tout le XXe siècle et j'en vois deux raisons principales. Je vois d'une part l'invention de la psychanalyse qui met la sexualité au cœur de la construction de la psyché humaine et donc lui donne une légitimité extraordinaire. Si on se construit à partir de ces considérations, à partir de notre construction sexuelle, disons, qu'on va conditionner la construction psychique de tout l'être, donc ça donne une nouvelle légitimité, une légitimité nouvelle au désir. Et puis il y a surtout l'évolution aussi de la condition des femmes et les luttes des femmes qui font que les femmes réclament de devenir les sujets de leur propre désir et non plus l'objet du désir. Et cette prise en main, si je puis dire, du désir par les femmes va aussi contribuer à donner au désir une place nouvelle. Voilà, il y a une quête de désir chez les femmes et ça commence donc, vous disiez, psychanalyse d'un côté, mouvement de libération, condition des femmes de l'autre, qui sont peut-être des éléments de contextualisation extérieurs qui vont influer en fait au cœur de nos intimités. La relation au plaisir, au désir va évaluer. Est-ce que ça va marquer notre époque? Est-ce que ça va marquer ce 21e siècle naissant aussi, ces évolutions-là? Moi, je crois que ça l'a déjà marqué. C'est-à-dire que nous avons basculé dans une époque où le désir est devenu central. La pensée du désir est devenue centrale et j'invite toujours tout le monde à aller regarder les kiosques de journaux, les magazines sur lesquels on voit des tas d'articles qui concernent le désir, le restaurer, le créer, le perpétuer, etc. Donc le désir est devenu très central et donc avec lui sont entrées de nouvelles problématiques, je dirais, dans le couple. Mais on y est, ça y est. Je crois qu'aujourd'hui, le résultat de la libération sexuelle de la fin du XXe siècle fait que le désir n'est plus ni un péché, enfin, il n'est plus un péché et on est en train peut-être, en tout cas là, du coup, j'interviens comme presque militante, on est peut-être en train de considérer comme un peu plus qu'une pulsion. Cet amour, l'amour-désir, comme vous le conceptualisez, vous l'appelez, ce nouvel âge de l'amour, ce nouveau nom, cette forme contemporaine, on va tenter de la définir ensemble, peut-être en entrant dans cet exercice de définition, tout en douceur, avec les mots de la philosophe féministe Catherine Malabou. Elle est une élève de Derrida, une spécialiste de Hegel. Écoutons-la comparer désir et besoin. En fait, on désire quelque chose dont on n'a pas besoin. Il y a une différence fondamentale entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est toujours le besoin d'un objet. On sait ce dont on manque. J'ai soif, j'ai faim. Bon. Le désir, on le dit souvent, on n'a pas d'objet. Autrement dit, le désir, c'est le désir d'un monde. C'est comme ça que je traduirais tout de suite ensemble. Ce qu'on désire, c'est le monde, c'est-à-dire tout, au fond. Si l'autre, dans le désir, n'est pas un tout, alors je ne peux pas le désirer. Parce que justement, l'autre, c'est celui dont je n'ai pas besoin. Donc il doit me donner tout. C'est-à-dire pas quelque chose en particulier, mais tout. C'est contradictoire, mais pas tant que ça. C'est-à-dire le désir, c'est le désir de tout, parce que je n'ai besoin de rien. C'est comme ça que je le comprends.
Et vous, Belinda Cannon, comment vous le définissez? Qu'est-ce qui caractérise ce désir? Qu'est-ce qui le distingue? Vous savez, moi je crois que le désir, c'est rien moins que la pulsion vitale elle-même, que l'élan vital elle-même. Le désir, c'est ce qui nous fait nous lever chaque matin de notre lit, c'est ce qui nous fait vivre la journée qu'on traverse, c'est vraiment le moteur, le principe même de la vie. Et donc ça n'est pas une petite chose qui serait réductible à un besoin évidemment ou à une pulsion, c'est l'élan vital elle-même, c'est la machine humaine qui marche avec le désir. Mais c'est un élan ou un désir, ce désir, c'est un élan égoïste ou c'est un élan qu'on projette vers l'autre pour vous? Justement, je crois que le désir, en tout cas quand il est adressé, enfin quand il est dirigé vers quelqu'un, donc le désir sensuel, le désir amoureux, est un désir qui est complètement altruiste, c'est-à-dire qu'il met l'autre en gloire, il l'élit dans la foule, il choisit quelqu'un, il se porte vers cette personne, et lorsqu'il se porte vers cette personne, il donne et il reçoit. Constamment, il est pris il crée un espèce d'échange entre les deux qui n'a rien d'égoïste. C'est toujours assez curieux de lier le désir à l'égoïsme parce que moi je crois qu'il est plutôt complètement altruiste. Catherine Malaboule distingue du besoin. Le désir, on le dit souvent, n'a pas d'objet. Il a éventuellement un sujet, c'est le désir d'un monde aussi. Vous le distinguez du plaisir. En quoi? Parce que je crois que le plaisir, justement, lui, peut être égoïste ou solipsiste. C'est-à-dire, soit on cherche le plaisir pour soi, et parfois on peut trouver du plaisir tout seul d'ailleurs. D'ailleurs, on peut même trouver du plaisir tout seul avec un autre. Donc il y a quelque chose dans le plaisir qui le ramène constamment au sujet. Tandis que le désir, je donne toujours ces deux formules grammaticales qui sont pour moi très claires. Je jouis, je peux être seule à jouir. Je te désire. Dans cette phrase, il y a toi qui est au cœur même de ma phrase. C'est-à-dire que dans le désir, l'autre est au cœur de la phrase et de la psyché de celui qui désire. Donc ça n'est pas... c'est toujours adressé à un autre, c'est toujours l'assomption d'un autre qui vient dans ma vie et dans mon discours. Alors il y a le te dans la phrase, mais comment le désir me transforme? Qu'est-ce qu'il me fait à moi? Mais je crois que le désir, Est-ce qu'il m'émancipe, ce désir? Il peut être émancipateur pourvu justement qu'il soit dans cette adresse à l'autre, pourvu qu'il reconnaisse la place de l'autre et pourvu qu'il m'incite à faire quelque chose avec l'autre. Mais je crois que surtout, pour moi, le désir, c'est vraiment l'antithèse, l'opposé de la mélancolie. Plutôt que désir et besoin, moi, ce que j'aime faire travailler, c'est désir et mélancolie. Parce que le contraire du désir, c'est ce qui m'empêche d'avoir envie de vivre la journée qui m'empêche d'avoir envie de me lever le matin, qui m'empêche d'être dans l'action, dans le faire, dans la projection vers l'avenir. Tout ça, c'est la mélancolie. Et pour moi, le désir, c'est ce qui vient... On porte les deux en nous, je crois, et le désir et la mélancolie. Les deux façons d'être au monde sont coprésentes. Mais en temps normal, et si tout va bien, c'est le désir qui domine et la mélancolie qui est un peu, vous savez, j'imagine ça comme un chaudron où il y aurait la mélancolie et le désir. Et puis si tout va bien, la mélancolie est au fond et c'est le désir qui est au-dessus. Et les fois où ça va mal, c'est la mélancolie qui remonte. Donc voilà, pour moi, c'est ça la véritable opposition. L'amour-désir et reconnaissance et assomption de l'altérité, écrivez-vous, Belinda Cannon. Il n'enlève rien à l'autre, ne le dépouille ni ne le diminue, et le plaisir réciproque lui confère une beauté supplémentaire. Ce désir en acte et création commune, comme une danse partagée, une œuvre à quatre mains, deux voix, deux corps, un accroissement de l'être. Et ce faisant, vous prenez l'image du tango. En quoi cette danse est-elle peut-être ce pas de deux qui illustre le mieux cette métamorphose de l'amour, cet amour-désir que vous nous racontez? Le tango, vous savez, c'est une danse, c'est la danse la plus sophistiquée, disons, de toutes les danses que nous pouvons tous danser sans avoir fait 20 ans de danse classique avant. Si vous décidez demain d'aller danser, il faudra du temps, mais vous pourrez l'apprendre. Un gentil partenaire. Donc le tango est une danse extrêmement sophistiquée, avec des tas d'exigences physiques, ça s'apprend très lentement, voilà, c'est compliqué. Mais ce qui caractérise cette danse, c'est que c'est une danse entièrement d'improvisation. C'est-à-dire qu'on met deux personnes
collées l'une à l'autre, donc serrées, embrassées l'une avec l'autre, et ensuite ils vont improviser. Rien n'est prévisible, tout s'invente. L'homme, la plupart du temps, l'homme encore guide, et la femme suit et répond aux invitations de son guidage. Donc vous imaginez une danse ultra sophistiquée qui s'improvise avec des danseurs qu'on ne connaît pas, puisqu'on est censé danser avec tout le monde dans le bal et pas avec un partenaire, mais au contraire, on est supposé changer constamment de partenaire. Donc c'est une exigence incroyable que d'improviser une danse ultra sophistiquée avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça demande quoi? Ça demande une écoute, une attention à l'autre, une attention minutieuse à chacune de ces indications. Et elles sont nombreuses, elles sont subtiles. Enfin, de l'extérieur, on ne voit pas toutes ces indications, mais elles existent. Donc, il me semble que d'abord, c'est une représentation de la vie. Quelque chose d'ultra sophistiqué qu'on improvise à chaque instant. C'est un peu la façon que nous avons de vivre, de traverser l'existence. Mais c'est aussi, me semble-t-il, une représentation de l'étreinte et de l'amour, où on est dans cette écoute, dans cette attention, et où on va inventer quelque chose ensemble qu'ils appellent la relation. Et en ce sens, le tango me paraît vraiment une image parfaite, au moins de l'étreinte, et peut-être plus du fait que nous vivons en relation les uns avec les autres. Voilà, il y a une autre notion, un autre concept important que vous reprenez dans ce livre, Belinda Cannon, et dans vos réflexions, c'est ce beau mot d'intime, l'intime dont on peut reparler aussi et la place qu'il occupe aujourd'hui. Vous avez repris les mots notamment du philosophe François Julien, l'intime contre le bruyant amour. On va écouter François Julien nous en parler. L'intime est discret. Il est discret face au bruyant amour, l'amour de la déclaration, l'amour de l'éloge de l'autre. L'amour est bruyant. Bruyant parce que dans sa déclaration, la déclaration amoureuse, c'est toujours quelque chose d'un peu théâtral. Dire « je t'aime » est toujours déjà un peu forcé. Il est bruyant, il est déclaratif, alors que l'intime, il est discret et résultatif. Quand un rapport intime s'est noué avec quelqu'un, plus besoin de le dire. On dit des riens. On laisse passer l'intime de façon évasive, expansive, mais l'intime n'a pas besoin de se dire. Une fois que l'intime s'est déployé, eh bien, il est là, résultat, alors que l'amour est toujours menacé d'être une imposture, quelque chose de forcé, de théâtral en tout cas. L'intime, lui, on ne peut pas jouer l'intime. L'intime est advenu ou pas. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette définition, François Julien, de l'intime qui vous, non pas qui vous heurte, mais auquel vous adhérez particulièrement, Belinda Cannon? J'adhère particulièrement d'abord à l'attention que Julien a portée sur l'intime, et je crois en effet que c'est une dimension capitale. Ça pourrait presque résumer ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, cet intime. Et je crois qu'il y a un événement du partage de l'intime qui restera toujours extraordinaire pour nous tous. Je dis souvent que je pense que même quand on aura dépassé tous les tabous, qu'on n'aura plus de notion de transgression, si ça arrive un jour, et c'est peut-être déjà d'ailleurs arrivé, en tout cas dans la sexualité, il restera toujours cette chose extraordinaire qui consiste à se mettre en face d'un autre, d'offrir notre nudité, d'offrir son corps. Et cette façon d'aller au-delà de l'éloignement dans lequel nous vivons habituellement entre humains, cette façon tout à coup d'entrer dans l'intime, ce sera toujours un événement extraordinaire. La seule chose que je regrette un peu dans ce que dit François Julien, c'est qu'il me semble qu'il n'accorde pas d'attention au désir, justement. Et donc c'est plus facile de parler de l'amour quand on cantonne l'amour à ce qu'il a toujours été, à ce que les Grecs appelaient philia. C'est plus facile peut-être d'aborder le couple sous l'angle de philia que d'admettre qu'il y a aussi la dimension du désir qui entre dans le couple et qui problématise vraiment le couple. Et il y a cette question aussi de l'égalité qui va se poser au cœur de ce sentiment, de cet élan qu'est le désir. Est-ce qu'on est aujourd'hui égaux face à nos désirs ou dans nos désirs, hommes et femmes? Je crois qu'on ne l'est pas tout à fait encore, et j'en veux pour preuve tout ce qui se passe au moment de la rencontre et de la séduction,
quoi qu'on en dise, les femmes ne sont pas les égales des hommes et la situation est encore asymétrique. Il y a encore des postures assez marquées, les hommes plutôt dans la position des chasseurs, les femmes plutôt dans la position des proies. Et tant qu'on ne partagera pas entièrement, naturellement, également, le geste de l'invitation, de la séduction, on ne sera pas égaux. Et à mon avis, là, il se joue quelque chose de capital. Parce qu'il me semble que dans la chambre, on est déjà égaux. Il me semble, bien sûr, je ne suis jamais entrée dans toutes les chambres pour pouvoir faire des statistiques, mais il me semble que ce qui se passe dans la chambre est un jeu assez égalitaire et depuis longtemps. En revanche, tout ce qui précède ce moment de l'étreinte, tout ce qui est de l'ordre de la rencontre, on n'est pas égaux, c'est pas vrai. Il y a une égalité à obtenir. Je dirais, pour simplifier, qu'il me semble qu'on a déjà atteint la liberté sexuelle, mais on n'a pas atteint l'égalité sexuelle, parce que cette égalité, elle se marquerait dans le moment de la rencontre et il n'est pas égalitaire encore. Alors vous nous dites quand même aussi dans Le Nouveau Nom de l'amour, Belinda Cannon, qui est apparu chez Stock, que sur la grande piste de danse, et on évoquait le tango tout à l'heure, nous troquons nos partenaires, polygamie lente. Ça, c'est une autre expression qui pourrait pour vous caractériser le moment, cette polygamie lente. Alors, elle n'est pas reconnue par les liens du mariage, hein, c'est très différent, mais cette idée qu'aujourd'hui, dans nos vies, et on a souvent tendance à dire que le couple est en crise, dans notre époque, à cette époque, il y a quand même aussi l'idée que les partenaires peuvent se succéder. Et c'est une manière de replacer le désir au cœur de tout, hein. Oui, j'ai employé cette expression polygamie lente de façon tout à fait humoristique, donc je ne prétends pas en faire un concept sociologique, mais il me semble que ça décrit assez bien le statut nouveau des couples, c'est-à-dire j'observe la situation, hein, là encore je n'y suis pour rien et je milite pour rien, mais je dirais qu'en observant la situation du couple aujourd'hui, on s'aperçoit que très souvent au cours d'une existence, on change, on constitue plusieurs couples, 2, 3. Hein, je ne parle pas d'un turnover généralisé, rapide, etc. Je dis que souvent au cours de nos vies, nous formons des couples qui disparaissent au bout d'un moment et nous en reformons de nouveaux. Donc c'est ça que j'ai appelé la polygamie lente. C'est pourquoi j'ai fait le rapprochement avec le tango où on est censé changer de partenaire au fil du bal. Et cette polygamie lente, il me semble que c'est vraiment le nouveau régime du couple et elle s'explique, à mon sens, au moins provisoirement, enfin partiellement plutôt, elle s'explique justement par l'irruption du désir dans le couple. Si on décide que le désir est un ingrédient essentiel du couple, qui doit faire partie du couple épanoui, alors évidemment, comme sa durée de vie souvent est plus volatile, plus fugitive, eh bien le couple se défait et se recompose en incluant à nouveau un désir vif. L'avenir du désir, l'avenir de l'amour aussi, Belinda Cannon, on terminera là-dessus. Vous avez signé dans les colonnes du Monde une très belle tribune, ou plutôt un très bel entretien avec Nicolas Truong, qui a tenté de comprendre les différentes facettes durant les fêtes de ce sentiment et de cette dimension qu'est l'intime. Vous dites cette phrase qui est assez étonnante: j'éprouve ces temps-ci un désespoir et une fatigue qui résultent, je crois, de l'impression que, où que nous regardions, l'ombre gagne. Cette part d'intime en nous est-elle particulièrement affectée à vos yeux aujourd'hui, et comment et par quoi ? Oui, c'est une autre forme d'intime, si je puis dire, qui est aujourd'hui, je crois, affectée par la situation. C'est-à-dire que j'ai essayé de distinguer dans cette tribune le personnel de l'intime. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas personnellement, mais qui pourtant nous affectent intimement. Et je crois que c'est ce qui arrive à l'échelle d'une société tout entière, des modifications, des transformations idéologiques, politiques, etc., peut nous affecter intimement, alors que ça ne nous touche pas personnellement, si je puis dire. Et voilà, donc j'ai essayé de faire cette distinction, et je trouve en effet qu'aujourd'hui, c'est dommage de terminer sur une note triste, mais je trouve qu'aujourd'hui, la situation est plutôt inquiétante, et je m'inquiète des grands mouvements idéologiques du monde contemporain. Et quel est le danger ? Où est la menace ? D'où vient-elle ? Écoutez, si vous voulez que je le dise maintenant en 2 minutes, je dirais que il me semble qu'on est entré dans une époque où l'on n'aime pas la liberté, et où la liberté est en recul par rapport aux générations précédentes, et ce qui est mis en avant aujourd'hui, ce sont très souvent, au niveau même, je ne parle pas du gouvernement ou des lois, je pense que dans la population, dans la jeunesse, on n'aime plus tellement la liberté.
Merci beaucoup à vous, Belinda Cannon, d'avoir été avec nous. Je renvoie les auditeurs de la Grande Table des Idées vers cette série d'entretiens réalisés par Nicolas Truong pour Le Monde, avec notamment aussi la sociologue Eva Illouz ou encore la philosophe Claire Marin. Une exploration de l'intime à travers vos mots à toutes. Le nouveau nom de l'amour, c'est le titre de votre essai, Belinda Cannon, paru chez Stock. Merci beaucoup à vous. Merci. France Culture, on est jeudi. Tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice. Il est 13h22. Et bonjour Emmanuel Davier. Bonjour Olivia. Bonne année, plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Avec tous mes voeux. Aujourd'hui, les nôtres aussi, Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivia, bonjour Emmanuel. Bonjour Sandrine Trainer. On commence avec l'affaire Olivier Duhamel. Dans un livre qui sort aujourd'hui, La Familia Grande, Camille Kouchner raconte que son frère jumeau lui a révélé, quand ils avaient 14 ans, subir des agressions incestueuses par leur beau-père, politologue de renom, chroniqueur dans plusieurs médias. Et nous recevons à ce sujet des messages d'auditeurs qui nécessitent qu'on apporte éclairage et mise au point. Je vous lis 2 messages. Le premier, j'aimerais savoir si vous allez garder Olivier Duhamel dans votre équipe suite aux récentes révélations d'inceste contre lui. Pour ma part, je pense qu'il est indigne d'une radio comme France Culture. Le second message, qui pourrait se résumer par une question, étiez-vous au courant des agissements d'Olivier Duhamel ? Je vous lis ce qu'écrit votre auditeur. Je viens de lire l'article du Monde. À qui se fier si je ne peux plus me fier à France Culture ? France Culture est ma radio de référence, 4 à 5 heures d'écoute par jour. Vous êtes une partie importante de ma vie. D'où ma question, est-ce que vous saviez, puisque tout le petit monde influent de Paris savait ? Je n'aurais jamais imaginé envoyer un tel mail à la radio qui fait une bonne part de ma vie intellectuelle. Et cet auditeur, Sandrine Trainer, a évidemment très envie d'entendre votre réponse. Mais fiez-vous, chers auditeurs, à France Culture. Alors, est-ce que Olivier Duhamel va rester sur l'antenne de France Culture ? Mais il en est parti depuis plus de 10 ans. La collaboration comme chroniqueur dans la matinale de France Culture d'Olivier Duhamel a pris fin à l'été 2010, fin juin 2010. Donc voilà, la question ne se pose plus depuis très longtemps. Et du reste, depuis, il n'a pas été du tout un familier de notre antenne. Ça, c'est pour la première réponse. Quant à la deuxième, est-ce que nous le savions ici à France Culture ? La réponse est non. La radio, on en a beaucoup parlé hier, vous pensez, même si ça fait longtemps qu'il est parti, que moi je suis arrivée, il était déjà parti, puisque je suis arrivée en septembre 2010 à France Culture. Néanmoins, on en a évidemment beaucoup parlé, et non à la radio. Les gens ne le savaient pas. Je ne crois pas qu'il existe un petit monde. Il y a un petit monde, j'ai lu hier soir le livre, qui est un bon livre de Camille Kouchner. Il existe un petit monde qu'elle raconte, mais ce petit monde est en réalité un tout petit monde, et puis c'est surtout le monde de quelques familles qu'elle raconte, et fort bien. Je ne crois pas que nous soyons du tout partis de ce... Nous ne faisons pas partie de ce petit monde, et je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. D'ailleurs, ça n'existe pas, ces petits mondes. Il faut faire attention. Merci pour cette mise au point. On poursuit avec un tout autre sujet qui nous vaut de nombreux mails. Il s'agit des podcasts. Un auditeur écrit « Chaque jour, je désespère de l'irrégularité du téléchargement de vos journaux, parfois disponibles juste après leur diffusion, parfois le lendemain. Et quelle que soit l'application de podcast, idem pour l'application Radio France, serait-il possible que cela devienne régulier et ponctuel ? La qualité de vos journaux est trop bonne pour qu'on puisse s'en passer. » Alors, Sandrine Trainer, quelles sont très concrètement les contraintes de fabrication d'un podcast après une diffusion ? Alors, très concrètement, en fait, nous sommes dans une véritable période de mutation, et je comprends que nos auditeurs nous en fassent part et nous en parlent. Nous sommes en train, alors pour utiliser un terme technique, d'automatiser la fabrication des podcasts. C'est-à-dire, jusqu'à présent, chaque podcast était découpé à la main par les équipes techniques qui sont là derrière notre vitre. Et nous sommes en train d'en automatiser la fabrication. Autrement dit, nous sommes vraiment dans une période d'entre-deux. On teste des choses. Donc parfois, quand on teste et quand on est en période de mutation, ça échoue. Mais c'est précisément pour obtenir une véritable régularité du service que nous sommes en train de faire ce travail-là, qui permettra qu'en fait, en temps quasi réel, les podcasts soient disponibles pour tous les journaux de France Culture. Alors, cette période de mutation nous vaut donc de nombreuses questions, c'est vrai, d'ordre plutôt technique, mais il est nécessaire d'y répondre. Où peut-on retrouver les podcasts de France Culture ? Sur quelle plateforme ?
Alors ça, c'est technique, mais en fait, c'est aussi assez politique au fond. La question de savoir sur quelle plateforme on va pour aller chercher ces contenus. Écoutez, je ne peux que répondre qu'il faut, je crois, prioritairement aller sur l'application Radio France, qui se télécharge évidemment gratuitement sur n'importe quel appareil. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est là que vous allez trouver tout le catalogue des émissions et des podcasts de France Culture et du reste de nos antennes sœurs. C'est-à-dire vous y trouvez non seulement les émissions d'aujourd'hui, mais d'hier, d'il y a 1 mois, d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois. Alors bien sûr, vous pouvez aussi trouver les émissions les plus récentes sur les autres applications, aussi bien sur Spotify que sur Apple Podcast, pour ne pas faire de discrimination en matière de GAFAM. Néanmoins, c'est vrai que nous vous invitons aujourd'hui tous à venir à notre écoute sur l'application Radio France, parce que ça vous garantit de retrouver tout l'environnement de Radio France, les textes d'accompagnement, les textes, les commentaires, tout ce qui va avec notre production. Et alors, ultime question, très rapide, parce que certains, évidemment, adoreraient pouvoir écouter ad vitam ce qu'ils trouvent sur l'appli Radio France. Et alors, combien de temps sont-ils en accès, ces podcasts ? Écoutez, je ferai une parenthèse que nous n'aurons pas le temps de développer pour un certain nombre de fictions de France Culture qui tiennent à la question des droits sur les fictions et sur les textes. Il peut faire que parfois vous n'avez d'antériorité que sur 1 an, ou vous ne les trouvez qu'en ce qu'on appelle en AOD, c'est-à-dire en écoute en streaming et non pas en téléchargement sur votre appareil. Mais pour le reste, vous avez la vie devant vous. Parfait. Merci. Et nous avec vous. Parfait. Merci Sandrine Merci Treiner. Emmanuel. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Davier, avec Sandrine Treiner. On se retrouve dans 2 semaines. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Grande Table avec énorme plaisir et avec en première invité le comédien Michel Vuillermoz, un ovni. Vous allez voir, il est au cœur de cette nouvelle série aussi. Et Gérald Bronner, le sociologue, pour son apocalypse cognitive. Il nous reparlera de la place des écrans dans nos vies. Je vous dis aussi d'abord, rendez-vous samedi à 17h pour En français dans le texte avec le camarade Rachid Santaki pour une dictée. Tous à vos papiers, à vos stylos. On se retrouve donc à 17h ce samedi. Et puis demain, c'est la Grande Table critique de Lucille Como. Très bel après-midi à tous sur France Culture.